D'abord, il faut dire que c'est sûr que les démocrates de Suède, ils ont fait une percée. Si on compare avec l'élection 2014, c'est une percée d'à peu près 5%. Et c'est beaucoup en Suède. Mais en même temps, on aurait cru que ça a été encore une plus grande percée. Il y avait des sondages juste avant l'élection qui disaient entre 20 et 25%. Et donc, il y a un soulagement chez beaucoup de gens en Suède, tous ces gens qui sont antiracistes, et ils constatent que 82% de Suédois ont quand même voté pour les 7 partis qui n'ont pas un programme xénophobe comme les démocrates de Suède. Mais même ça dit, quand même, il y a un changement, il y a une percée qui dure chez les démocrates de Suède, qui dure de 10 ans à peu près, parce qu'ils ont rentré au Parlement en 2010 avec 4% des électeurs, et aujourd'hui ils ont presque 18%. Donc c'est une grande percée. Ce qui est un peu plus inquiétant, je trouve aussi inquiétant, c'est que quelques partis, ils ont fait une dérive vers la droite, moi j'aimerais bien dire vers un conservatisme sociétal et sur le sujet de migration qui est assez clair, assez net. Les positions des démocrates chrétiens et des modérés ne sont pas les mêmes si on compare avec leur position avant l'élection 2014. Quelque chose s'est passé et c'est à cause de ce parti démocrate de Suède. Si on regarde un peu les différents partis, c'est quand même intéressant de le faire. On a donc 8 partis au Parlement, et parmi ces 7 partis qui ne sont pas les démocrates de Suède, qui ne sont pas ouvertement xénophobes, et on peut dire qu'il y a 4 groupes. Dans la discussion un peu banale, on parle toujours de 2 blocs. Il y a un bloc de 4 partis de l'Alliance avec les modérés, les chrétiens démocrates, les centristes, les libéraux. Il y a un autre groupe qu'on appelle en Suède les rouges-verts, c'est-à-dire le parti de gauche, les verts et les sociaux-démocrates. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est ça qui fait que cette fois, on dit que c'est presque impossible de trouver un gouvernement. Ça va au moins prendre longtemps avant que le président de l'Assemblée, qui est le centre de préparation pour un nouveau gouvernement, va pouvoir présenter un premier ministre qui va être soutenu par le Parlement. Mais si on regarde donc les différentes tendances parmi ces 7 partis, on peut constater qu'il y a un parti de gauche qui est assez isolé, surtout si on regarde la position des partis de l'Alliance, surtout les partis de centre, les libéraux et les centristes. Ils ne veulent absolument pas gouverner avec le parti de gauche ou avec un parti qui prend soutien du parti de gauche. Par exemple, les sociaux-démocrates pourraient faire ça. Donc ça, c'est déjà difficile. Après, vous avez les Verts et les sociaux-démocrates qui ont formé le gouvernement de 2014-2018. Après, on a les 2 partis de centre dans l'Alliance, c'est-à-dire les libéraux et les centristes. Et finalement, vous avez les 2 partis plutôt conservateurs, les chrétiens démocrates et les modérés. Donc, ce qui fait ça tellement compliqué à former un gouvernement, c'est justement qu'il n'y a pas 2 blocs plus les démocrates de Suède. Il y a 5 différentes positions dans le paysage politique en Suède. Et moi, je pense que ça va prendre longtemps avant qu'on trouve un gouvernement. On va le trouver, mais ça va être très difficile. C'est paradoxal que la Suède va bien. Nous avons eu une conjoncture qui est meilleure que depuis des décennies en Suède. On n'a presque pas de chômage et les gens en général, il y a toujours des groupes qui sont en pénibilité là, mais en général ils ont une forte
économie, ils gagnent de plus en plus, ceux qui ont un travail, tout le monde, presque tout le monde a un travail. Donc pour ça, c'est pas un problème pour la Suède. On peut se demander pourquoi il y a cette percée de partis d'extrême droite et pourquoi on a voté moins pour les sociodémocrates qui ont été au pouvoir pendant ces 4 ans quand la Suède a si bien marché. Moi, je pense que c'était dû au débat migratoire. C'est autour de cette question que la campagne s'est déroulée. Et c'est à cause de cette immigration massive en 2015, où la Suède a reçu à peu près 160 000 réfugiés pendant quelques mois à l'automne 2015. Et ça a choqué beaucoup de gens et les démocrates de Suède ont vraiment pris l'occasion de parler de ça comme une menace, etc., etc. Et les sociodémocrates et les modérés, ils ont changé leur position vis-à-vis la politique migratoire. Et ça a été pas aussi dur que les démocrates de Suède, mais en même temps, ils ont déçu pas mal de leurs électeurs qui quand même voulaient une immigration plutôt généreuse que si ferme qu'on a eu depuis 2015. Je pense donc que ce fait même les sociodémocrates ont tellement parlé de l'immigration a fait qu'ils ont raté la chance de parler de la situation économique en Suède. Ils ont perdu quelques pourcents de leur électorat à cause de ça. On peut faire un constat, c'est que si on regarde les partis qui ont gagné dans cette élection et les partis qui ont perdu, c'est à cause de leur position claire ou pas claire dans la question migratoire. Les partis qui ont été clairement pour une politique plus généreuse, c'est le parti de gauche, c'est le parti centriste. Ils ont gagné dans cette élection. Et les partis qui ont été clairs contre une immigration, les démocrates de Suède, ils ont aussi gagné. Tandis que les partis qui ont été un peu mous, un peu pas clairs, comme surtout les sociodémocrates, mais aussi les modérés, ils ont perdu. Donc on voit bien que là, il y a un résultat de l'élection, une conséquence qu'on peut tirer du résultat plutôt de l'élection cette année. Je pense que la chose la plus pénible pour les sociodémocrates, c'est qu'ils ont, avec leur électorat, qu'il y a un clivage entre les gens qui sont plutôt dans une idée que le monde est global, que la Suède fait partie d'un monde global, qu'il faut, sur le plan sociétal, il faut évoluer, etc. Il faut être pas nationaliste, mais plutôt internationaliste. Et un autre groupe d'électeurs, des traditionalistes, les gens qui ont voté sociodémocrates depuis très très longtemps, qui souvent appartiennent à la classe ouvrière et qui vivent dans des petites villes et rurales, etc., en Suède, partout en Suède. Et c'est comme ils n'arrivent pas à trouver un chemin clair et net entre ces deux positions. Et les démocrates de Suède, ils ont pris pas mal d'électeurs de ce groupe qui n'aiment pas la mondialisation, qui sont plutôt nationalistes dans le sens qu'ils pensent que seulement en Suède on peut résoudre les problèmes économiques et sociaux. Et donc, ils ont perdu une partie de ces électeurs, en même temps en essayant de s'approcher aux positions démocrates de Suède. Les sociodémocrates ont aussi perdu une partie de ces électeurs classe moyenne sociodémocrates qui regardent plutôt vers la mondialisation et vers les questions sociétales, avec une idée que la Suède va devenir plus postmoderne, etc. Donc c'est un peu ça. Et évidemment, avec cette tension
dans l'électorat. C'est difficile pour le parti de mener une ligne très très claire. Ça veut dire que la communication du parti dans la campagne électorale n'a pas été très très claire. Donc pour ça aussi, ça a été compliqué. Et je voulais aussi rajouter une chose. C'est quand même important pour un parti qui se dit un parti de gauche, même si c'est plutôt centre-gauche aujourd'hui, il ne faut pas oublier la classe ouvrière. Et c'est remarquable pendant la campagne électorale que le leader du Parti social-démocrate a presque jamais ouvertement s'est adressé à la classe ouvrière. Elle a parlé et s'est tourné vers la classe moyenne, vers les gens qui habitent dans les villes, parce qu'ils ont pensé, c'est leur tactique, c'est là où on gagne des votes. Mais maintenant, quand on a vu le résultat de cette élection, c'est pas sûr qu'ils ont fait un bon choix.